Thomas, en Autriche, le candidat d'extrême droite est arrivé en tête donc au premier tour de l'élection présidentielle. C'était ce dimanche dernier. Pour certains, le succès de l'extrême droite dans ce pays se comprend en revenant au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale. Le compteur est à moins 71 ans. Oui, on revient le 21 septembre 1945. Depuis quelque temps déjà, soviétiques, britanniques, américains et français occupent l'Autriche et sa capitale Vienne, libérée du joug nazi. Il en est de même de l'Allemagne et de sa capitale Berlin. Pour autant, les actualités françaises distinguent clairement les deux pays. Vienne n'est pas morte comme Berlin. Vienne a souffert de la guerre, mais la guerre n'a pu effacer le visage de Vienne. Dans cette Vienne, tout emplie de souvenirs musicaux et charmants, les Français sont revenus. Ils occupent un quart de la ville et un quart de l'Autriche. Ils sont revenus en vainqueurs, décidés à effacer les traces nazies. Alors c'est bien dans l'esprit de la diplomatie française qui n'a jamais voulu faire de l'Autriche autre chose qu'une victime du nazisme. Alors était-ce lié au passé pour le moins trouble de Vichy? C'est possible, pour autant les faits sont bien réels. En mars 1938, au moment de l'Anschluss, l'annexion de l'Autriche par l'Allemagne nazie, Hitler est accueilli avec liesse dans sa ville natale de Linz, où il prononce un discours devant environ 80 000 personnes. Puis pendant la guerre, l'Autriche a apporté un soutien constant, et il faut le dire souvent enthousiaste, à la funèbre entreprise nazie, même s'il ne faut bien sûr pas oublier la résistance autrichienne qui a bel et bien existé. Alors l'Autriche, c'est évidemment satisfaite de ce statut de victime, lui évitant le travail d'introspection douloureux qu'a dû subir l'Allemagne. En 1948 est même promulguée en Autriche une amnistie en faveur d'un demi-million d'anciens membres autrichiens du parti nazi. Et en 1949 se tiennent les élections générales dans le pays. Les résultats des élections autrichiennes sont maintenant connus intégralement. On peut caractériser ces élections en disant avant tout qu'elles constituent un succès pour le Parti des indépendants d'inspiration néo-nazie. Ce Parti des indépendants obtient, avec des moyens matériels de propagande médiocres, 11,67% des suffrages. Voilà, indépendant d'inspiration néo-nazie, c'est joliment dit quand même. Voilà des néo-nazis au Parlement 4 ans après la fin de la guerre. Oui, ils sont 16. Et en 1955, quand les forces d'occupation, dont la France, quittent l'Autriche, le pays désormais totalement indépendant commence à cultiver à plein le mythe de la victime et non de la co-responsabilité du nazisme. Alors les choses commenceront à bouger dans les années 1980, notamment après les révélations du passé nazi du président Kurt Waldheim, c'est assez connu, mais pour de nombreux observateurs, c'est déjà trop tard. En 2000, quand le FPO, créé, rappelons-le, par un ancien nazi d'ailleurs, donc le FPO dans les années 80 et 90 arrive déjà au pouvoir, puis à nouveau dans les années 2000, Jörg Haider est donc au pouvoir au sein d'une coalition. Et alors à ce moment-là, le grand historien autrichien Georg Schmitt se pose la question qui fâche: comment expliquer cette surabondance de haine en Autriche? Et sa réponse trouve ses racines dans l'histoire. Il répond: la dénazification après 1945 fut un échec. Le traité d'État de 1955 fut une chance manquée de proclamer une fois pour toutes le caractère intolérable de toute forme de nazisme, même intelligemment déguisée. Et pour terminer, en 2013, une enquête menée par un journal autrichien révélait que 42% de la population considérait que, je cite, la vie n'était pas si mal sous les nazis. Thomas Negaroff, Histoire d'info sur France Info.